et bienvenue à tous et toutes dans Des solutions pour demain, le podcast qui explore les actions concrètes pour préserver notre environnement et créer un avenir durable. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des défis environnementaux actuels et des solutions innovantes qui émergent pour les relever. De la préservation des écosystèmes fragiles à la réduction des déchets plastiques, en passant par les alternatives énergétiques et les pratiques agricoles durables, Des solutions pour demain est dédié à l'exploration des initiatives inspirantes qui façonnent un monde meilleur. En écoutant le podcast Des solutions pour demain, vous irez à la rencontre d'individus passionnés, d'entreprises innovantes et d'associations vibrantes qui œuvrent chaque jour pour protéger notre planète et vous invitent à adopter un mode de vie en harmonie avec la nature. Que vous soyez déjà un fervent défenseur de l'environnement ou simplement curieux de découvrir comment vous pouvez contribuer au changement, Des solutions pour demain vous offrira des informations, des conseils pratiques et surtout une bonne dose d'inspiration pour agir. Car tous ensemble, nous façonnons un avenir où la nature prospère, où l'écologie est au cœur de nos préoccupations et où le mieux vivre devient la norme. Préparez-vous à être inspiré, motivé et à découvrir les solutions qui façonneront notre demain. Merci de nous rejoindre dans cette aventure vers un monde plus vert, plus durable et plus harmonieux. Nous allons découvrir aujourd'hui le collectif Stop aux dérives de la chasse avec son coordinateur Maxime Rigaud. Si vous voulez en savoir plus, stopdérivechasse.be et dérive avec S. Alors Maxime Rigaud, bonjour. Comment est né ce collectif ? Le collectif est né en 2019 sous l'impulsion de différents membres assez importants d'associations environnementalistes qui voyaient que le combat, la militance pour lutter contre les dérives de la chasse n'était pas vraiment très représenté en Belgique. Et donc l'idée de créer un collectif est venue un peu d'elle-même. Diverses associations font partie du collectif, chacune avec leur domaine d'expertise. Est-ce qu'elles ont rejoint le collectif spontanément ou bien vous êtes allés les chercher ? Il y en a qui nous ont contactés spontanément parce qu'elles avaient entendu parler de nous et qu'on avait des objectifs communs. Et on a aussi été chercher beaucoup d'associations en les contactant directement, en expliquant le projet pour rejoindre le collectif. Et donc, notamment, on a dans le bien-être animal l'association Gaïa, qui est très connue et qui a un grand réseau. On a Natagora, évidemment, pour tout ce qui est protection et restauration de la biodiversité. Et au niveau de la multifonctionnalité de la forêt, on a la Mountain Biker Foundation et d'autres associations qui sont vraiment dans ces trois domaines-là. Également la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux qui fait partie en fait des associations fondatrices. Est-ce que le but de ce collectif Stop aux dérives de la chasse, c'est d'interdire la chasse ? Alors non, c'est vraiment de favoriser un échange entre tous les acteurs et surtout en fait l'objectif premier c'est de faire évoluer la loi sur la chasse pour qu'elle devienne plus stricte et que la chasse, qui est une pratique nécessaire pour l'équilibre de nos forêts, puisse se continuer mais dans un cadre beaucoup plus strict et prendre en compte les sensibilités de la société actuelle. Quand vous dites qu'elle est nécessaire, ça va peut-être un petit peu choquer ça en fait. Pourquoi est-ce que la chasse est nécessaire ? Tout simplement parce que dans nos régions actuellement, on n'a plus de grands prédateurs qui sont là pour réguler les populations de gibier, grand gibier ou petit gibier, le cerf, le sanglier, qui se reproduisent assez rapidement. On a un retour du loup, mais qui est vraiment très, très progressif et qui ne régulera pas évidemment dans toute la région wallonne. Et donc forcément, toutes ces densités un peu abondantes de gibier vont avoir une grosse influence sur l'équilibre de nos forêts, notamment pour la sylviculture. Elles vont en général aller manger, aller dégrader les cultures et globalement la régénération des forêts, ce qui va quand même poser de sérieux problèmes pour l'avenir de nos forêts. D'après vous, la chasse, c'est un sport ou une tradition ? Ça dépend d'où on s'y situe. C'est tout à fait la chasse loisir peut venir un petit peu des deux côtés. Il y en a beaucoup qui pratiquent la chasse parce que leurs parents, leurs grands-parents la pratiquaient vraiment par tradition. Et c'est en général du coup des gens qui sont très opposés à nos revendications parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie de pratiquer de la chasse telle qu'ils la connaissent parce que c'est ça qui leur apporte du plaisir. Et à côté, on a une chasse sportive qui est en général
un peu plus ouverte quand même à la discussion, mais qui est un tout petit peu moins majoritaire dans les proportions. Vous dites que la chasse peut servir à réguler certains animaux comme les sangliers, mais comment est-ce qu'on choisit le sanglier qu'il faut garder et le sanglier qu'il faut éliminer? Est-ce que c'est seulement les chasseurs qui choisissent ou bien il y a d'autres organismes ou d'autres personnes qui interviennent dans le choix? Alors du coup, c'est l'administration publique qui va fixer chaque année des plans de tir. C'est en fait des quotas que les chasseurs et les entités de chasse vont devoir respecter chaque année et qui sont établis sur base d'observations, de recensement de terrain qui sont également établis par un organisme public qui s'appelle le DEMNA. Et d'après vous, la chasse, elle est éthique ou pas? Du coup, la chasse éthique dépend vraiment du mode de chasse utilisé. Par exemple, on a une chasse qui s'appelle la battue à corps et à cri, qui est pratiquée majoritairement en Wallonie et qui ne permet pas vraiment d'atteindre le bien-être animal et de limiter la souffrance, comparé à d'autres modes de chasse comme l'approche à fût ou bien la poussée silencieuse. La poussée silencieuse, c'est-à-dire? En fait, la poussée silencieuse, c'est une chasse en groupe, comme une battue, sauf qu'elle se fait avec des chasseurs qui sont perchés sur des miradors, un peu partout dans l'enceinte, ce qui est la zone de chasse. Et le gibier, contrairement à la battue à corps et à cri, ne va pas être rabattu avec des chiens qui courent partout et en faisant énormément de bruit, ce qui va stresser le gibier, mais le gibier sera rabattu presque de façon organique, comme on pourrait rencontrer un gibier en promenade. Silencieusement, il va se déplacer dans l'enceinte, et ce qui va permettre aux chasseurs situés sur des miradors de pouvoir les tirer. Qu'en est-il du bien-être animal? Parce que c'est vrai que, imaginons qu'un chasseur tue un sanglier, une balle suffit. Donc, est-ce qu'il y a un impact ou bien est-ce que les animaux souffrent? On pense aux sangliers ou à d'autres, ou bien vraiment c'est un problème, la chasse est un problème justement dans ce qui concerne le bien-être animal? On peut prendre l'exemple de la chasse de la battue à corps et à cri. On a une statistique de 2020 qui nous dit que, en fait, 15 à 20% du tableau de chasse, donc du nombre de bêtes tuées pendant la chasse, ont été blessées ou parfois, dans ce cas-là, ne sont pas retrouvées. Et en général, on a une statistique qui varie entre 6 et 8 balles pour la battue à corps et à cri par animal tué. Ce qui veut dire qu'en fait, ce type de chasse ne permet pas de tuer l'animal rapidement et sélectivement. Et en général, on a quand même beaucoup de pertes, beaucoup de gibiers qui sont blessés et qui ne sont pas retrouvés. Il y a une association qui s'appelle l'ABUX, l'association pour l'association belge pour l'utilisation des chiens de sang, qui est là justement qui œuvre pour retrouver le gibier blessé durant une chasse. Et à nouveau, au niveau des statistiques, ils nous disent qu'ils retrouvent en général 60% du gibier blessé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un nombre d'animaux blessés qui agonisent qui est assez élevé. Et ces animaux qu'on ne retrouve jamais, donc ils se décomposent, est-ce que ça pose des problèmes à l'environnement ou bien alors ils se font manger par des animaux plus petits? Donc l'impact environnemental sur la biodiversité d'un animal mort n'est pas vraiment préjudiciable. Par contre, c'est vraiment l'impact des cartouches et des munitions de tir qui va être préjudiciable au niveau de la biodiversité lors d'une battue, parce que on a environ une centaine de tirs portés par chaque participant, enfin par chaque chasseur à une battue. Et donc en général, vu qu'on a une précision assez limitée, vu que l'animal est toujours en mouvement lors d'une battue à corps et à cri, on se retrouve à avoir vraiment des centaines de munitions au plomb qui contaminent nos sols et qui se retrouvent dans l'environnement sur une durée assez longue. Est-ce qu'une chasse plus éthique et respectueuse du bien-être animal, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Alors oui, c'est possible. Il y a justement un avis du Conseil wallon du bien-être animal qui est sorti récemment, qui nous dit qui recommande en fait la méthode de chasse en poussée silencieuse, qui va permettre à la fois d'avoir un stress pour l'animal qui est bien moins important, car le gibier va être déplacé par des rabatteurs de la façon la plus silencieuse possible. Et ensuite, le fait que les chasseurs soient postés sur des miradors permet tout simplement d'avoir
des balles qui vont descendre vers le sol et qui vont être tout à fait ce qu'on appelle une balle fichante, qui vont permettre de traverser le gibier plus facilement. Et il y a aussi une règle lors de cette chasse qui est en fait de ne tirer que 2 balles par gibier. Un chasseur qui va rater ces 2 balles devra arrêter de tirer un gibier qui passe. En plus du fait que d'autres règles concernant par exemple le cerf, qui ne peut être tiré que lorsqu'il est à l'arrêt. Vu que c'est silencieux, on peut se permettre de faire un petit sifflement, le cerf s'arrête, et dans ce cas-là, le nombre de balles tirées par animal descend jusqu'à, pour le cerf, c'est 1,08 balles par animal tué, donc on est quasiment sur une réussite de 100%. Est-ce que, directement ou indirectement, la chasse est responsable de la disparition d'espèces ici en Belgique? Alors oui, indirectement c'est certain, parce que en ce moment la chasse a des dérives concernant surtout la densification des grands gibiers. On fait ça souvent parce que justement la chasse est devenue une chasse économique et rentable, et donc pour que quelqu'un paye cher le loyer de chasse, il faut des bons tableaux de chasse. Et donc la densification va causer vraiment une surabondance, notamment des sangliers. Et dans le cadre du sanglier, justement, ils vont agir vraiment de façon très néfaste sur la biodiversité et sur la faune locale, notamment sur tout ce qui est reptiles locaux comme la vipère péliade, qui est déjà en danger d'extinction et que les sangliers vont dégrader dans certains milieux, et d'autres espèces qui vont vraiment influencer de façon négative en surdensité. Quelle est l'importance économique de la chasse ici? On parle de la Belgique, hein, toujours. C'est souvent c'est d'ailleurs le seul argument valable des chasseurs qui vont à l'encontre de toutes nos revendications, c'est que en fait on est sur une chasse business dont souvent ils racontent que les communes dépendent pour la rentabilité, parce que il y a des communes qui vont avoir des tableaux de chasse vraiment immenses, ce qui va faire que du coup la question de la chasse va représenter une grosse partie du budget de la commune. Et donc, c'est une partie importante, sauf que en fait, dans cet impact économique de la chasse, on oublie très souvent de citer en fait tous les services écosystémiques que la surabondance de tout ce gibier va bouleverser. Et on peut parler notamment de juste la facilité de régénération et la facilité de sylviculture dans nos forêts. Il n'existe malheureusement pas à ce jour des études qui prennent en compte à la fois les revenus de la chasse de par la location et en regard des impacts vraiment négatifs qui sont faits, que ce soit sur la biodiversité, sur la sylviculture, sur la faune. Quels sont les aspects qui sont souvent négligés de l'évaluation économique de la chasse, tels que par exemple les dommages causés aux forêts, à la faune, à la flore? Il n'y a pas d'études pour le moment qui englobent vraiment l'impact négatif que la chasse cause sur en fait tous les services écosystémiques de la forêt, dont on parle en premier lieu. La façon la plus concrète, c'est la sylviculture, le fait que nos forêts se régèrent naturellement et puissent être gérées durablement. Le gibier va avoir une influence parfaitement négative sur tout le futur de nos forêts en fait, et causer si on veut que les forêts se régénèrent naturellement ou que la sylviculture durable arrive à son terme, il faut investir des sommes immenses pour protéger tout ça de la dent du gibier. Et donc c'est un des aspects qu'on prend rarement en compte quand on parle de l'impact économique de la chasse. On constate qu'il y a de plus en plus de sangliers. Certains, on les trouve même dans les villes. Est-ce que c'est uniquement à cause du fait que les chasseurs les nourrissent? C'est dû à 2 facteurs. En fait, le nourrissage, c'est une seule des voies de densification qu'on peut voir en Wallonie, parmi 3 autres solutions. Donc, il y a le nourrissage qui, normalement, à l'origine, devait être supplétif, c'est-à-dire qu'on nourrit le sanglier dans les moments, vraiment dans les périodes très froides où il a plus de mal à trouver sa nourriture pour que les populations survivent. Et on a le nourrissage dissuasif, dans le cas où on a des cultures agricoles qui sont à proximité des forêts et qu'on veut éviter évidemment les dégâts dans les cultures agricoles. Le problème, c'est que ce nourrissage est devenu
tout à fait une manière d'augmenter les densités. Et à côté de ça, on a d'autres techniques pour la densification des sangliers, qui sont notamment le fait qu'en général, les chasses interdisent de tirer les laits pour évidemment favoriser une reproduction plus facile par la suite. Et on a une autre pratique, mais qui est beaucoup plus discutée et plus difficile à prouver, c'est celle de l'importation des sangliers vivants, parce qu'on retrouve génétiquement une grande diversité dans nos sangliers à l'heure actuelle, mais c'est peut-être dû au fait que cette importation était encore légale jusqu'en 1994. Donc c'est difficile à prouver, mais c'est une piste. Quels sont les avantages ou les inconvénients de la chasse de loisirs par rapport à la chasse de régulation? Et est-ce qu'on peut peut-être donner une définition? Chasse de loisirs, c'est quoi? Chasse de régulation, c'est quoi? Pour la chasse de loisirs, donc on parle vraiment d'une chasse qui est pratiquée dans le seul but de prendre du plaisir et on pourrait même imaginer de tirer tout ce qui bouge dans l'idée du mauvais chasseur, dans le stéréotype, où là, dans ce cas-là, l'idée est vraiment de payer une location de chasse pour tirer le plus de bêtes possible et en prenant, entre guillemets, en compte le moins possible le bien-être animal. Tandis que la chasse de régulation devrait tout simplement se limiter à respecter des quotas, les quotas imposés par l'administration, tout en prenant en compte et en faisant des choix de mode de chasse les plus éthiques possibles, quitte à souvent prendre un tout petit peu moins de plaisir, étant donné que ce sont des chasses plus silencieuses qui procurent un peu moins d'adrénaline. Vous parlez de chasse de loisirs où on tire sur tout ce qui bouge. On sait que le sanglier, on peut le tirer, mais est-ce qu'il y a des espèces protégées quand même que le chasseur ne peut pas tuer, ne peut pas tirer dessus? Pour le moment, en termes dans ce qui est défini en tant que gibier, le chasseur peut tirer tout selon les quotas imposés par l'administration pour ce qui est du grand gibier. Pour le petit gibier, il n'y a pas de plan de tir, donc il peut tirer tout ce qui bouge aussi, mais il y a une exception faite qui est pour la perdrix grise, qui est en danger au niveau des populations et qui doit donc faire l'objet d'un plan de tir, d'un plan de gestion spécifique et approuvé par l'administration. À part ça, le chasseur au niveau du gibier peut tirer tout ce qui bouge pendant la période de la chasse. Les plombs, vous en avez parlé, donc quand un chasseur tire, il y a des balles ou des plombs. Est-ce qu'il y a une grosse pollution ou bien ce sont des tout petits plombs qui, dans le fond, sont biodégradables et au bout de quelques mois ou quelques années, on ne les retrouve plus, il n'y a aucune trace? Alors non, c'est une pollution qui est vraiment très importante. On peut parler de plusieurs tonnes de plomb qui sont introduites dans la nature par la chasse chaque année. Et donc ça a un impact sur nos sols, sur la biodiversité, nos milieux de vie, et ça a un impact également sur en fait tout simplement la faune qui va se nourrir de ces petites billes de plomb et qui va du coup mourir des suites de ces ingurgitations et la pollution de nos milieux naturels en général, qui est vraiment un gros enjeu également environnemental de la chasse. Comment est-ce que les dépenses liées aux activités nature, comme la randonnée, l'observation des oiseaux, la photographie de la faune et la flore, se comparent aux dépenses des chasseurs? Pour le moment, justement, c'est un point qui est plus compliqué, qui n'a pas encore été vraiment étudié en long et en large, dans le sens où les dépenses et les revenus liés à la chasse sont assez faciles à prendre en compte, étant donné qu'il y a forcément des locations de chasse et des revenus liés à l'achat des armes, etc. Tandis qu'au final, pour tout ce qui est tout ce qui parle de multifonctionnalité de la forêt, il faut plus parler de services écosystémiques rendus par la forêt, dans le sens où on peut se balader, on peut profiter de tous les aspects paysagers, biodiversité et plaisir de la circulation en forêt. Et ces aspects sont forcément beaucoup plus compliqués à prendre en compte. Mais ça devrait quand même être pris en compte dans l'évaluation globale du secteur. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles on a aussi parfois plus de mal au niveau de ces arguments-là par rapport aux chasseurs qui argumentent toujours leur impact positif sur l'économie locale et régionale.
tout ce qui serait fait dans le sens de pouvoir quantifier les services écosystémiques rendus par une forêt mieux gérée au niveau de la chasse, ce sont vraiment les bienvenus. Mais pour le moment, aucune étude vraiment poussée n'a encore été faite pour comparer vis-à-vis de l'impact de la chasse. Et on n'a pas un chiffre, on ne sait pas combien la chasse rapporte à l'économie en Belgique, par exemple. Est-ce que la chasse, elle a un impact sociétal ? Alors oui, bien sûr, on a en fait le fort impact qu'on vit souvent lorsqu'on est naturaliste ou simplement usager de la forêt, c'est que en général, les chasseurs qui louent le droit de chasse sur les forêts le louent sur plusieurs années et se sentent au final un peu propriétaires de la forêt. Et on se retrouve souvent à avoir non pas une interdiction de circuler juste pendant les jours de chasse, mais presque tout le temps pour soi-disant préserver la quiétude du gibier, leur gibier qu'ils appellent, et préserver les lieux. Donc l'impact social est vraiment énorme sur toutes les activités en forêt. Et parce que la chasse telle que pratiquée majoritairement en Wallonie oblige à fermer la forêt le temps des journées de chasse, ce qui du coup forcément interdit la circulation de tous les autres usagers, alors que d'autres modes de chasse, notamment la poussée silencieuse dont on a parlé, existent et permettent de ne pas forcément fermer les chemins publics pendant la journée de chasse. Et les chasseurs, on va un peu en parler. Comment est-ce qu'ils perçoivent votre collectif Stop Dérive de la chasse ? Pour la plupart des réactions qu'on a, forcément, ce sont des réactions plutôt négatives parce que souvent les chasseurs associent notre collectif simplement aux anti-chasses, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pour ça qu'on va vraiment essayer de favoriser l'échange et la transparence sur cet aspect du collectif. Donc ça, c'est pour la plupart des chasseurs très traditionnalistes ou très attachés à leur chasse loisir, en fait, parce que c'est comme si on demandait à un sportif d'arrêter de pratiquer ou de pratiquer autrement. Par contre, on a aussi des chasseurs qui ont vu l'étendue des dérives qui sont autorisées actuellement en Wallonie et qui sont de notre côté, dans le sens où ils sont passionnés de la nature, ils sont les premiers conservateurs de la nature, et pour eux la chasse doit se faire uniquement de façon éthique et de façon à préserver la biodiversité, et donc ces chasseurs-là progressistes sont de notre côté, mais ils sont un peu moins nombreux évidemment, et surtout ils ont du mal à se faire entendre car l'entièreté du secteur est plutôt du côté chasse loisir, et donc très défenseur de leur chasse et très contestataire de nos revendications. On parlait de plomb. Est-ce qu'il y a des chasseurs qui utilisent d'autres armes comme l'arc par exemple ? Alors oui, l'arc est réglementé uniquement depuis 2020 et est permis dans certaines situations. Donc maintenant, il y a un permis pour l'utilisation de l'arc qui est fait. Il y a environ 1000 personnes en Belgique qui ont ce permis, suite à une formation de la Fédération nationale belge du tir à l'arc, je crois, il faut se renseigner. Et donc, l'arc est autorisé uniquement dans le cadre des modes de chasse en poussée silencieuse et en affût ou approche. Donc maintenant, depuis 2020, on oblige les chasseurs qui participent à une battue à corps et à cri d'être armés, parce qu'en fait le gibier qui est en mouvement va être trop difficile à tuer pour un chasseur à l'arc. Et en plus, la chasse à l'arc, évidemment le chasseur tire une flèche à la fois, et donc dans le cas d'une battue à corps et à cri, ce serait vraiment impossible. En termes de bien-être animal, c'est déjà une première avancée, mais cependant la législation autorise toujours la chasse à l'arc dans tous les autres modes de chasse. Et comment perçoit-on la chasse dans le grand public ? Est-ce que les gens sont plutôt favorables ou défavorables ? Est-ce qu'il y a aussi une évolution ? Alors, le dernier sondage réalisé par le collectif date de 2020. Et dans ce sondage, en fait, on avait 78% des répondants qui étaient vraiment contre la chasse. Et quand on parlait de la chasse au petit gibier et au gibier d'eau, là, on avait 90% des gens qui étaient vraiment défavorables. Voilà. Et les chasseurs, est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose pour améliorer leur image, d'après vous ? Alors, les chasseurs,
il pourrait être un peu plus transparent sur la façon dont ils chassent. Il pourrait déjà aussi, c'est une de nos revendications, rentrer vraiment dans le cadre légal des affichages lors des battues, lors des journées de chasse, que ce soit beaucoup plus clair et que le dialogue se fasse beaucoup plus facilement avec tous les autres usagers de la forêt. Ce serait déjà une très bonne première chose. Et entre les protecteurs de la nature, de l'environnement et les chasseurs, est-ce qu'il y a une forme de dialogue? Et si oui, qu'est-ce qui se raconte? Puisque dans le fond, on pourrait s'imaginer que c'est deux mondes à l'opposé l'un de l'autre. Les chasseurs, en fait, se revendiquent tout à fait protecteurs de la nature, ce qui est en général vrai dans le sens où ce sont des fervents naturalistes, connaisseurs de la faune, de la flore. Et donc, le débat pourrait tout à fait être passionnant si leur côté conservateur de leur pratique d'un autre temps n'était pas si fortement marqué lors du dialogue. C'est souvent ce qui ressort malheureusement, c'est qu'ils nous prennent pour des anti-chasses et que nous les prenons pour des chasseurs trop conservateurs. Il faudrait que chacun du coup fasse preuve de plus de transparence pour qu'on ait vraiment des dialogues constructifs, ce qui est totalement impossible et souhaité pour le collectif. Et du côté politique, est-ce que vous êtes soutenu dans votre action ou ils soutiennent plutôt les chasseurs? Évidemment, ça dépend des partis. On a eu beaucoup de contacts avec les politiques en 2019 et ici, au moment, à l'approche des élections de juin 2024, on arrive à beaucoup de partis qui en fait respectent en général, sont en tout cas favorables à la majorité de nos revendications. Et donc on a un dialogue assez aisé assez intéressant avec eux et on va essayer de les pousser vers évidemment une évolution de la loi sur la chasse. Si les auditeurs souhaitent vous aider, donc vous êtes composé de différentes associations, pour aider, ils doivent se faire membres d'une association ou bien il y a une façon d'aider directement le collectif? Alors il y a plusieurs façons d'aider directement le collectif sans passer par les associations. La façon la plus simple et qui pour nous est la plus impactante, c'est de faire un don en passant par notre site internet stopdérivechasse.be. Sur lequel en fait vous pourrez faire un don assez facilement parce que il faut savoir que le collectif est financé 100% de façon indépendante grâce aux donations et donc c'est ça qui nous aide le plus. Et sinon, à part ça, le fait de pouvoir témoigner également nous aide énormément parce que évidemment on ne peut pas être partout en Wallonie pour faire face aux dérives et les partager à notre communauté. Donc le fait d'avoir une grande communauté qui agit et qui témoigne des actes illégaux ou des dérives quand ils les voient est vraiment un point hyper important pour nous et c'est ce qu'on recherche un maximum. Et pour les dénoncer, est-ce qu'il y a une adresse mail ou un numéro de téléphone? Exactement, pour le moment on passe par notre site internet stopdérivechasse.be il y a justement un onglet témoignage dans lequel vous pouvez raconter ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vu et éventuellement apporter des photos ou des vidéos et ça nous contacte directement et derrière on peut vous relancer et puis également contacter les agents qui s'occupent des contraventions et du respect de la loi sur la chasse qui sont en fait l'unité anti-braconnage avec qui on a des bons contacts et qui peut faire des constats des infractions que vous nous envoyez. L'auditeur qui souhaite ou l'auditrice qui souhaite en savoir plus, il y a le livre blanc, donc Stop aux dérives de la chasse en Wallonie. Comment est-ce qu'on se le procure ? Sur notre site internet stopdérivechasse.be, on a un onglet pour commander tout simplement le livre blanc de façon gratuitement à domicile. Et on a également en fait tout un ensemble d'articles et de témoignages, d'expertises qui vont tout simplement vous informer un maximum à propos des dérives de la chasse, de nos revendications, de notre combat et des associations partenaires. Ça y est, c'est fini. Et voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode du podcast natif des solutions pour demain. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écouter et que vous vous êtes enrichis de connaissances nouvelles. Mais souvenez-vous, l'écologie est un voyage sans fin. Alors continuez à nous suivre pour découvrir encore plus de solutions, d'inspiration et d'action pour un monde meilleur. N'oubliez pas,
Chaque geste compte. Soyez un agent du changement en likant, partageant et laissant un commentaire sur ce podcast. N'oubliez pas non plus de liker notre page Facebook en invitant vos amis et connaissances à faire de même. Chaque action compte dans notre mission commune pour un avenir plus durable. Votre soutien est notre moteur pour continuer à diffuser des solutions pour demain. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et n'oubliez jamais, comme l'a dit le chef amérindien Seattle, la Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. Restez engagés, restez curieux, et n'oubliez jamais que chaque geste compte dans la quête pour un monde plus vert et plus harmonieux. À bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes avec des solutions pour demain. Bye bye.